Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Hello Eva, comment vas-tu? Hello Juliette, je vais bien et toi? Ça va, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir pour cet épisode. Ma première question est la suivante. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bien évidemment. Alors, je m'appelle Eva Biasou, j'ai 32 ans, j'ai un conjoint, j'ai un enfant. Je suis chef d'entreprise. Donc, avec mon conjoint, on a créé une société qui s'appelle Evazer. Evazer, c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. Donc, on s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés et bouclés. D'accord, super. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tu as grandi dans la culture haïtienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton Oui, tout enfance? à fait. Alors, c'est vrai que j'ai grandi au sein de... Enfin, est-ce que j'ai vraiment grandi au sein de la culture haïtienne? Bon, mes parents sont haïtiens, voilà, ma mère, mon père. Euh, bon, j'ai été élevée principalement par ma mère puisque mon père est décédé lorsque j'avais 2 ans. Par contre, ma mère, elle n'était pas forcément intégrée dans la communauté haïtienne. Donc, ce que j'entends par là, c'est que, bah, par exemple, elle n'avait pas de communauté d'église. Bon, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. J'imagine que, bon, bah, je sais que la majorité des familles haïtiennes, elles ont toutes une grosse communauté d'église. Voilà, une église dans laquelle elles se rendent en cours de semaine, le week-end, qui compte plus de 200, beaucoup d'adhérents, exactement. Donc, ma mère, elle n'était pas du tout dans ce type de circuit-là. Elle travaillait énormément. Elle n'avait pas forcément d'amis. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'amis. Donc, du coup, j'ai pas vraiment, on va dire, baigné dans la culture haïtienne parce que après, j'avais des camarades, hein, des amis, étant plus jeune, en effet, des voisins qui étaient d'origine haïtienne. Donc, comme on avait à peu près tous le même âge, on se rejoignait le week-end pour jouer et tout. Mais bah, on était tous nés en France, donc on parlait français. Après, c'est vrai qu'à l'école, il y avait pas mal d'Afro-Caribéens hein, dans toutes mes classes, mais pas forcément haïtiens. Ça pouvait arriver qu'il y ait des haïtiens, mais pas forcément. D'accord. Et à la maison, ça se passait comment? Est-ce que tu parlais, par exemple, le créole? Est-ce que ta mère t'expliquait les choses, te racontait des choses par rapport à la tradition, la culture ou pas du tout? Oui, ma mère, elle parlait créole. Donc, ma mère, elle parlait créole. Par contre, moi, mes frères et sœurs, on répondait en français. Nous, on parlait que français, c'est vrai. Ça, c'est le souvenir que j'ai. C'est très tard hein, que j'ai vraiment commencé à... Voilà, bah, je comprends le créole haïtien, je parle le créole haïtien, mais c'est pas naturel. Mais c'est vraiment très tard, hein, à partir de, on va dire, 15, 16, 17 ans, que j'ai véritablement commencé à m'intéresser à la culture haïtienne, que j'ai voulu vraiment parler le créole haïtien, surtout quand je vais là-bas ou que je suis dans un environnement où il y a que des Haïtiens natifs. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond parfaitement. Et tu me dis que vers 16, 17 ans, et donc, du coup, quelles ont été tes actions pour découvrir cette culture? As-tu fait des recherches personnelles? Comment tu t'y es prise pour aller plus loin dans cette découverte culturelle? Alors, eh ben c'est marrant. Bon, c'est pas marrant en fait. En fait, c'était douloureux. C'était douloureux parce que lorsqu'on arrive au lycée, lorsqu'on arrive au collège, au lycée, eh bien, les professeurs commencent à parler des pays développés, des pays sous-développés, des pays en voie de développement. Et donc, Haïti, ça faisait souvent partie des pays sous-développés. On parlait d'Haïti comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, ça me faisait tellement de mal, en fait, quand j'entendais ça. C'est comme si on me disait à moi-même que j'étais... voilà. C'est comme si, en fait, je le prenais comme une offense personnelle. Et donc, des petites remarques, en fait, de camarades de classe où tu peux pas vraiment te défendre.
Voilà, tu peux pas parce que tu connais pas ta culture. Et donc, c'est vraiment parti de là. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai voulu comprendre. Je me suis dit, mais enfin, c'est Haïti, pourquoi voilà. Il y avait des reportages aussi à la télé, des fois, qui passaient, et c'était toujours négatif. Et donc, c'est vraiment de là, hein, que j'ai voulu approfondir ma connaissance par rapport à ce pays, essayer de comprendre pourquoi c'était pauvre, est-ce que c'était si pauvre que ça, voilà, pour pouvoir mieux me défendre, hein, aussi me sentir plus armée dans la société. Et puis, c'est vraiment en faisant ces recherches, donc je l'ai découvert tard, hein. Je pense que j'avais peut-être 13, 14 ans. C'est là que j'ai découvert qu'Haïti, voilà, c'est l'histoire extraordinaire de ce pays, hein, que c'était un pays, le premier pays à avoir arraché son indépendance, peut-être même le seul pays à avoir arraché son indépendance par la force, que c'était un pays qui avait vraiment aidé beaucoup d'autres nations à prendre leur indépendance, que c'était, voilà, donc on va dire vers 13, 14 ans, j'ai découvert ça, mais c'est tout ce que je savais. Ça veut dire que j'avais toujours l'impression que c'était pauvre, il y avait pas d'image positive sur Internet par rapport à Haïti. Et donc, c'est vraiment en faisant un voyage conscient à partir de... Ouais, c'était en 2014, donc j'étais déjà vieille, hein. En 2014, j'avais peut-être 24 ans. Ouais, parce que j'étais allée plus jeune, hein, en Haïti, hein, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 11 ans. Mais on restait enfermés dans la maison. À chaque fois, on restait enfermés à la maison. Je sais pas comment ça se passait pour les autres personnes d'origine haïtienne. Toi, du coup, tu es en Guyane, donc on n'a pas la même perspective. Mais pour les Haïtiens comme moi qui sont nés en France, lorsqu'ils allaient en Haïti, je ne sais pas s'ils restaient, mais nous, on restait à la maison. Voilà, on pouvait aller d'une maison à une autre, mais la plupart du temps, on était à l'intérieur. On n'avait pas l'opportunité de découvrir la ville et on n'était pas véhiculés. Donc, du coup, ça améliorait pas forcément les choses. On prenait des tap-tap des fois, hein, mais c'était rare, hein. La plupart du temps, on allait rester sur un seul point durant tout le voyage. Donc, voilà, donc j'étais allée plus jeune, mais je connaissais toujours pas. Et c'est vraiment en 2024 que je me suis rendu compte que, en fait, en 2014, pardon, voilà, en 2014, que j'ai commencé à découvrir des villes en dehors de Port-au-Prince. J'ai pu découvrir ma ville natale, Léogane, que c'était un endroit extraordinaire, les provinces haïtiennes, que c'était magnifique. J'ai pu aller à Jacmel. Et après, au fur et à mesure des années, donc j'y suis allée en 2014, c'était un coup de cœur. Donc j'y suis retournée en 2016, après j'y suis allée en 2017, 2018, enfin presque tous les ans, quoi. Jusqu'à ce que Haïti entre dans cette crise sans précédent et que je ne puisse plus y aller. Hmm. Wow! Au début de l'épisode, tu nous as dit que tu es la créatrice de la marque Evaser, qui est une marque capillaire. Quelles ont été tes habitudes liées à tes soins capillaires? Est-ce que ces habitudes t'ont été transmises par ta mère? As-tu appris sur le tas, toute seule, en fonction de tes expériences? Peux-tu nous expliquer, nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, on va dire que de la naissance à l'âge de 16, 17, 18 ans, mes cheveux, c'était la catastrophe. Catastrophe capillaire. Je savais pas du tout en prendre soin. Donc, ma mère, elle, bon, c'est vrai que de nature, elle a quand même des cheveux. Elle a quand même... Bon, après, ils sont pas extraordinaires. Ils sont pas longs ni quoi que ce soit, mais c'est juste qu'elle en a. Voilà, elle a un terrain où il y a des cheveux. Mais donc du coup, je pense que moi, mes cheveux ont eu beaucoup de mal à pousser, hein, de 0 à 3 à 4. Dans l'enfance, j'avais vraiment pas de cheveux, je me portais souvent des mèches. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir. Bon, lorsqu'après, ils ont commencé à sortir, bon, ils étaient pas extraordinaires, hein, on me coiffait. Je pense peut-être comme toi, hein, on mettait en place une petite coiffure, des tresses que je gardais quelques temps. Ensuite, on refaisait. Voilà. Mais en tout cas, ma mère, elle avait pas beaucoup de connaissances donc elle a pas pu me transmettre grand-chose. Moi, la partie que j'ai toujours le plus redoutée dans mes soins capillaires, c'était le démêlage. Donc, le démêlage, ma mère, elle savait pas forcément démêler mes cheveux dans la mesure où, comme démêlait, j'en garde des souvenirs, ça me faisait mal. Donc, ça me faisait mal, donc elle démêlait avec un peigne. Franchement, elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait, mais c'est vrai que la connaissance que j'ai pu acquérir au fil des années, je sens qu'elle ne l'avait pas. En fait, à un moment donné, j'ai pris l'initiative, hein. Je me suis dit, bon, il est temps maintenant que je prenne soin de mes cheveux moi-même. Ça a commencé tard en plus, hein.
Mais j'avais toujours ce problème. Le démêlage, ça me faisait mal, c'était horrible. Surtout au moment où, parce qu'à l'époque, je me défrisais, donc surtout au moment où j'avais les repousses, c'était vraiment très, très difficile. Il finissait toujours par casser, en fait. Ça poussait, ça régressait, ça poussait, ça régressait. Et puisque j'avais vraiment du mal avec le démêlage, ben, je m'étais dit, bon, bah, je vais réduire les sessions de soins. Parce que si je les lave moins, j'aurai moins à les démêler. Et donc, moi, c'était vraiment, pour moi, une manière d'éviter, en fait, cette partie-là. Donc, ça a duré un temps, hein, et en plus, je voulais pas les couper. Ça veut dire que j'avais des fourches, mais je les gardais parce que je voulais avoir des cheveux longs. Et à un moment donné, bah, j'ai commencé à perdre mes cheveux en masse. C'est-à-dire que je passais la main dans les cheveux et ils sortaient, littéralement. Donc, du coup, je suis allée chez le coiffeur en catastrophe. On m'a coupé les cheveux, on m'a fait un défrisage. Et là, je me suis dit, bon, bah, il faut plus il faut plus jamais que ça m'arrive. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai cherché des tutos sur YouTube, hein, déjà. Le problème que j'avais, c'est qu'à l'époque, il y avait très, très peu de chaînes capillaires pour cheveux, pour des cheveux comme les miens francophones. C'était vraiment les américaines, hein, qui étaient déjà dans la place. Là, on va dire que j'avais 17 ans, 16, 17 ans, donc on est en 2007, 2006, 2007, 2008. Donc je cherche, je trouve pas grand-chose. Il y a les youtubeuses américaines, mais leurs cheveux sont tellement incroyables que on a un petit peu du mal à croire que, voilà, en suivant, ça pourra marcher. Et puis là, je tombe sur un livre. Donc, ce livre, il s'appelle The Science of Black Hair. Il a été écrit par Audrey Davis Sivasovi. Bah, moi, je suivais les youtubeuses américaines, hein, puisque j'ai été passionnée par l'anglais, donc je comprenais bien ce qu'elles faisaient. Ce livre, il était qu'en anglais, donc pour moi, je me suis dit, ah bah génial que je comprenne bien l'anglais. Je l'ai acheté tout de suite. Et c'est vraiment ce livre qui a changé radicalement ma vie capillaire. Ce livre, ça a été comme un déclic, ouais, ça a sonné, ça a été comme un déclic pour moi. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, donc je l'ai dévoré. J'ai tout de suite mis en application tout ce que j'ai appris à travers ce livre. Et puis c'est vraiment à partir de là, donc là j'avais 18 ans. Donc on est en 2008 que j'ai pu constater au bout de 6 mois, aussi rapide que ça, une évolution capillaire vraiment assez extraordinaire. Donc ouais, ouais, moi c'était une suite de catastrophes, hein, ça n'allait pas, hein. C'est vraiment ce livre vraiment qui a retenti pour moi comme quelque chose d'assez extraordinaire. Mm. D'accord. Et du coup, quel a été le moment où tu t'es dit, là, je vais créer une chaîne YouTube. Là, je vais mettre en application à la vue du plus grand nombre mes compétences capillaires. À quel moment tu t'es dit cela? Est-ce que tu te l'as dit tout de suite lorsque tu as découvert le livre ou tu te l'as dit, tu t'es dit, je vais quand même prendre le temps pour moi, explorer les choses et après partager, où ça a été le déclic de ça a marché pour moi, je veux partager au plus grand nombre. C'était quoi ton élément déclencheur pour créer ta chaîne YouTube? Bah, ça s'est fait beaucoup plus tard, hein. Ça s'est fait presque 10 ans plus tard, puisque la chaîne, je l'ai créée en 2017. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, franchement, lorsque j'ai lu ce livre que j'ai mis en application, instantanément, j'ai commencé à recevoir beaucoup de compliments de passants dans la rue. À l'époque, j'étais à la fac, donc mes camarades de classe, énormément de compliments. Dans mon job étudiant, de mon entourage, de ma famille. Mais pour moi, c'était pas, je sais pas, il manquait quelque chose. Bon, déjà, j'avais un ordinateur tout pourri aussi, donc je pense que je pense que ça a pas permis en fait que que je lance la chaîne YouTube. Donc suite à ça, en 2014, j'ai arrêté les défrisages. Donc j'ai fait un big shop. Euh, et là, ça a repris de plus belle. Là, les compliments, vraiment, ça a commencé à être vraiment intéressant, mais j'étais en fin d'études. Voilà, donc j'étais en fin d'études. Je suis partie faire mon stage de fin d'études en Australie, donc j'avais vraiment pas la tête à. Il fallait pour moi que je valide mon master pour trouver un travail. Et puis ensuite, en revenant d'Australie, donc là, nous sommes en. Ouais, on est toujours. Ouais, de toute façon, c'est en revenant d'Australie en 2014 que j'ai fait mon big shop. Que j'ai fait mon premier voyage conscient en Haïti. Euh, Et franchement, à un moment donné, je recevais tellement, vraiment, tellement de compliments. Et j'ai acheté aussi entre-temps un ordinateur, un bon ordinateur qui prend pas les virus, dont je ne citerai pas la marque puisque je suis pas là pour faire de la promo d'ordinateur. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir un ordinateur qui fonctionne correctement, bah ça a permis en fait à ce que je crée cette chaîne YouTube.
Donc, je l'ai créé du jour au lendemain. Je me suis dit, bon, bah, comme je reçois beaucoup de compliments, mais c'est au bout de 10 ans quand même. Au bout de 9 ans, je me suis dit, bon, bah, comme je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments, que je suis repassée au naturel et que très vite, en fait, parce que j'avais ces techniques-là, j'ai pu les faire repousser vite, puisque je pensais qu'en les coupant, j'avais vraiment presque tout coupé. Je me suis dit, bon, ça va me prendre, peut-être que j'y arriverai pas, mais non, franchement, la technique, qu'on travaille sur un cheveu défrisé ou bien un cheveu naturel, c'est vraiment la même technique, c'est la même chose. Et donc là, du coup, je pense que ça a permis. Là, je me suis dit, bon, ok, on y va. En plus, j'ai des avant-après. Voilà, j'avais mon avant quand je venais de découper, le après au bout de quelques années. L'évolution était déjà assez vraiment intéressante. Donc, je me suis dit, allez, on se jette à l'eau, on y va, on crée la chaîne. Donc là, on est en juin 2017. Je décide de créer la chaîne YouTube. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. Mon conjoint, il me dit, bon, bah, t'as qu'à l'appeler Evazer, donc les cheveux d'Eva en anglais. Je fais, oh, ok, allons-y, on y va. Et puis, je crée la chaîne et c'est là que l'aventure démarre véritablement. Waouh! Et tu disais que tu n'avais pas forcément d'ordinateur pour créer ta chaîne, mais est-ce que tu documentais ton évolution, tes expériences, et que tu te disais peut-être qu'un jour tu utiliserais cela ou pas du tout? Oui, si, c'est vrai que je prenais beaucoup de photos et que inconsciemment dans ma tête, je savais que je finirais par partager quelque chose. Par exemple, quand j'ai fait le Big Shop, j'ai vraiment pris le soin de tout filmer et je me suis dit, oui, ben, il y avait un passage hein, où je parlais, où je disais, ben, un jour, je ferai comme les youtubeuses américaines, je dirais, voilà, nanani. Donc au final, je savais que j'allais le faire, mais il manquait un truc. Ouais. Mm. Bon, après, c'est vrai que j'ai finalement perdu pas mal de data. Hein. J'ai plus les data. J'ai mon téléphone qui est tombé en panne. Donc, toute la période où j'avais les cheveux défrisés, j'ai perdu ces photos-là. Ok, là on est sur la chaîne YouTube et à quel moment tu t'es dit tu passes de YouTube à la création de ta marque Evaser concrètement? Eh bien, c'est les gens qui viennent à moi. Donc, c'est les internautes qui commencent à me demander de vendre mon produit phare, donc l'huile de ricin noir d'Haïti, l'huile Mascreti. Et c'est vrai que j'ai pas encore eu l'opportunité de parler de l'huile Mascreti entre-temps dans cette histoire. Donc, toujours dans ma catastrophe pas capillaire, hein, quand je cherche des solutions, que je découvre le livre, il y a la Jamaican Black Castor Oil qui est hyper à la mode. Donc, il y a celle-là qui est vraiment à la mode. J'ai vachement envie de l'utiliser, je l'utilise. Et puis à un moment donné, bah, du coup, en 2014, lors du premier voyage conscient, je me rends compte que l'huile Mascreti, c'est la Jamaican. C'est la même chose en fait, sauf que ben, c'est la Haitian cette fois-ci. Et donc je me dis, mais c'est génial. Je me dis, c'est génial parce que là, vraiment, étant donné que c'est ma famille qui le fait, ben, je préfère utiliser quelque chose qui vient de chez moi, dont je suis certaine de la qualité. C'est donc là, c'est à partir de ce moment-là que je vais incorporer littéralement l'huile de ricin noir d'Haïti dans ma routine. Et je constate aussi les résultats. Hein. Mes cheveux adorent cette huile. Ça me donne des résultats canons. Ça intensifie la noirceur, ça les gaine, ça les rend plus brillants. Et donc, au moment de créer la chaîne YouTube, bah voilà, je partage mes petites astuces capillaires et je dis que voilà, cette huile, elle m'a permis d'obtenir vachement de résultats en termes de pousse, d'épaississement, de gainage du cheveu. Donc voilà, je partage tous les avantages de cette huile, la manière dont je l'utilise. Et puis, bah, très vite, la chaîne YouTube commence à grandir et les internautes qui me suivent me demandent tous, est-ce que tu la commercialises, cette huile? Voilà. Donc ça, c'est dès le début, on me demande, tu la vends? Est-ce que tu la vends? Parce que moi, j'aimerais bien l'acheter quand je vois tes résultats. Et puis, à un moment donné, c'est en novembre 2017. Donc, je lance la chaîne YouTube en juin 2017 et en novembre 2017, il y a une vidéo qui est largement visionnée comparée à toutes les autres vidéos que j'ai créées au départ. Et là, ben, j'ai le carnet de commandes qui explose. Tous les commentaires, c'est je veux l'huile, comment faire pour l'acheter, comment faire pour l'acheter, comment faire pour l'acheter. Et là, je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Moi, c'est vrai qu'honnêtement, j'avais jamais prévu que Evaser, ce soit une marque, j'avais jamais prévu de commercialiser ben, l'huile de ricin. C'était vraiment un simple partage, hein, honnêtement. J'étais pas là pour vendre. Hein. Mm. Waouh, waouh. Et là tu la commercialises. Et comment l'aventure continue officiellement? Et ben, au moment où j'ai eu cette vidéo qui a été très largement visionnée, j'avais un stock d'huile à la maison. Donc moi, c'était mon grand-père qui me faisait mon huile de ricin. Donc, il me faisait mon huile et à chaque fois que j'y allais ou que j'avais un membre de la famille qui allait, ben, on me ramenait mon stock personnel. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que j'avais un petit stock quand même personnel à la maison, prêt à l'emploi. Et puis, franchement, par pure curiosité, je me suis dit, ben, allons-y, vendons, voyons jusqu'où cette histoire peut aller.
Donc, donc le midi, pendant ma pause déjeuner, j'envoyais les colis internationaux. Parce que ce qui est génial avec Internet, c'est que tout de suite, on peut toucher une clientèle internationale, hein. Bon, moi, ma clientèle, elle est francophone. Mon persona, c'est une femme afro-caribéenne qui parle français. Donc, ça veut dire que ça peut être des femmes qui sont en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Il y a quand même des francophones dans les dom-toms. Et donc voilà, donc à midi, j'envoyais les colis internationaux. Le soir, je rencontrais ma clientèle je donnais rendez-vous dans les gares parisiennes pour remettre du coup le produit contre une rémunération. Et puis le week-end, avec mon conjoint, on livrait à domicile. Donc on s'établissait un petit circuit et on disait, OK, on va livrer telle personne, telle personne, telle personne. Et donc, ouais, voilà, c'est devenu super intense jusqu'à ce que je tombe très vite en rupture de stock, hein, puisque j'avais pas une très grosse quantité. J'avais quoi, peut-être l'équivalent d'un bidon, deux bidons max. Et là, j'appelle mon grand-père, je me dis, mais franchement, si tu savais ce qui se passe, c'est extraordinaire. Il y a tout le monde qui est intéressé par notre huile, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, il me dit, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un projet sur une durée de 1 an. Donc pendant 1 an, je vais produire un maximum d'huile. Voilà, j'ai d'autres agriculteurs, hein, qui travaillent avec moi, qui seront contents de m'aider à concrétiser ce projet. Et puis au cours d'un voyage familial, hein, il y aura plein de valises qui pourront être mises à disposition, donc tu viendras récupérer la marchandise. Donc on était d'accord sur ce point-là, on a exécuté le projet. Donc là, on est déjà en 2018, hein. On est au tout début 2018 quand on décide on est peut-être ouais, fin 2017, novembre, décembre 2017. Ouais, parce que je suis tombée en rupture tellement vite, peut-être décembre 2017. Donc de décembre 2017 à juillet 2018, il produit. Il produit, il produit, il produit. Euh, on part en vacances avec l'ensemble des membres de ma famille en juillet 2018, hein. Donc on est beaucoup. On peut mettre, il y a 8 valises littéralement qui sont à disposition. Donc mon grand-père me prépare 26 bidons. Franchement, au cours du voyage, tout se passe bien. On récupère la marchandise sans encombre. Par contre, au moment où l'avion doit décoller, mon conjoint et moi sommes contactés par l'équipage de bord. On nous appelle, on nous fait descendre de l'avion et on nous demande de nous rapprocher des autorités aéroportuaires. Et là, du coup, les autorités aéroportuaires, ils nous expliquent que, en vue d'une consommation personnelle, les quantités sont pas normales. On dit voilà, ouais, les quantités c'est pas des quantités pour une utilisation personnelle. Donc on a dit bah oui, en effet. Donc au final, on arrive en France, sur les 26 bidons, il nous en reste plus que 4. Voilà. Donc c'est un échec cuisant, vraiment un échec cuisant. On perd franchement énormément d'argent et même en fait toute l'énergie qui est mise dans le projet à la poubelle comme ça, c'est très dur. Très 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 dur à encaisser. Et puis du coup à ce moment-là, on se dit voilà, on a la clientèle d'un côté, de l'autre côté, on a le produit et c'est pas possible de le faire venir en particulier. Et c'est là qu'on s'interroge sur le fait de créer une entreprise. Donc, tout de suite, je partage le projet avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Je leur dis, voilà, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait que on mette en place un site internet pour faciliter la distribution de l'huile de ricin? Et là, tout de suite, la clientèle, enfin, c'était pas ma clientèle à l'époque, hein, c'était nos followers. Ils nous ont dit, mais allez-y, franchement, faites le site internet, on va acheter, on a tellement hâte. Enfin, on est vraiment à fond derrière vous. Franchement, lancez-vous, allez-y. Donc, c'est suite à ça, du coup, qu'on crée la société. Donc, on crée la société en mars 2019. On l'a créée tard, hein, parce que avant, en fait, il faut organiser tout le système derrière. Donc, il faut un webmaster pour la création du site internet, un logisticien pour l'expédition des commandes une fois qu'on aura lancé le système. Il nous faut un prestataire de conditionnement parce que l'huile de ricin arrive en vrac. Donc, il faut pouvoir la mettre en bouteille, industriellement, puisque nous, on peut pas le faire chez nous. Les quantités sont déjà importantes. Ouais. Donc, alors, est-ce que je me suis perdue en chemin? Donc voilà, donc c'est... Je peux continuer. Donc voilà, donc ils sont allés faire le projet. Donc voilà, on cherche à construire le système, tout ça se passe, on enclenche le tout, et puis on crée la structure. Vraiment, lorsqu'on voit qu'on avance bien dans la création du système, on crée la structure, la société du coup en mars 2019.
Et on demande aussi entre-temps à tous nos followers qui sont intéressés, on leur dit voilà, donc on va vraiment créer le site internet, mais maintenant, il faut qu'on puisse anticiper la demande, il faut qu'on sache combien de gens sont intéressés. Donc n'hésitez pas, en fait, on communique une adresse email. On dit voilà, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à envoyer un email à cette adresse en mentionnant vraiment la quantité que vous comptez prendre lorsque le site internet sera lancé, et ça nous permettra d'avoir une idée ça nous permettra de pouvoir nous organiser au mieux. Et donc, à l'époque, lorsqu'on avait mis cette adresse email à disposition, on recevait une quinzaine de précommandes par jour. Et ça nous a permis de constituer surtout notre database, hein, notre liste d'emails pour le lancement. Donc, ouais, on était contents et on s'est dit, on ne pourra pas préparer à la main. Donc, c'est pour ça qu'au final, on s'est dit qu'il nous fallait absolument un logisticien, un préparateur de commandes, un endroit où on pourrait entreposer la marchandise. Et donc, voilà, donc on a trouvé ça. Nos stocks sont là-bas. Eux, tous les matins, ils reçoivent nos commandes, ils les préparent et ils les expédient. Parce que nous, de toute évidence, on savait que même au lancement, on ne pourrait pas le faire. Donc, le 2 septembre, le système est fin prêt. Donc, le 2 septembre, on a environ 1500 adresses email. Donc, on lance le site internet, on prévient du coup par email toutes les personnes qui nous avaient contactés. Et franchement, l'engouement est tel que le site internet plante au bout de quelques heures. Donc, en gros, il y avait trop de trafic sur le site, on n'avait pas pris assez de capacité. Et on n'était pas au courant. On n'était pas au courant qu'il fallait une capacité selon un certain trafic, on ne savait pas du tout. Puisque c'est vrai que avec le webmaster avec lequel on avait travaillé au départ, ça s'était pas bien passé, hein. Il y avait plein de choses qu'il savait pas faire. Ça veut dire que les choses les plus importantes, hein, nous, on voulait vraiment un site internet professionnel, mais les choses les plus importantes du site internet, au final, c'est mon conjoint et moi-même qui les avions installées. Donc, le site, il n'était pas optimisé, il y avait trop de choses qu'on savait pas, on n'était pas correctement accompagné. Donc, je pense que c'est pour cette raison, hein, de manière que le site, il a planté au bout de quelques heures. Bon, ça s'est rétabli, mais c'était très stressant, quoi. C'était vraiment stressant, surtout quand tu vois le nombre de commandes que tu reçois, le site plante, bon. Et à ce moment-là, comment s'organise la communication et l'organisation des commandes avec ton grand-père qui, on le rappelle, est en Haïti à ce moment-là? Mhm. Alors, du coup, juste un petit point que je souhaite rectifier, parce que du coup, tu parles de la préparation des commandes. Mon grand-père, du coup, il n'est pas du tout lié au système de préparation de commandes. Lui, c'est vraiment parce que les commandes, au final, elles viennent de notre site internet, de France. Donc, ce qui se passe, c'est que les commandes qu'on reçoit sur notre site internet, elles basculent en fait tous les matins. En gros, par exemple, aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, le mercredi à 8 heures, toutes les commandes qui ont été réceptionnées sur le site internet basculent sur le serveur de notre logisticien. Et donc, voilà. Et c'est le logisticien qui reçoit la liste des commandes à préparer, qui prépare les colis et qui les expédie. Par contre, mon grand-père, là où il entrait en ligne de mire, c'est par rapport à la production de l'huile de ricin. Donc, c'est vrai qu'au départ, on était sur une fabrication familiale, mais dès le début, hein, dès 2019, on s'est dit, non, en fait, c'est pas possible, on peut pas. On peut pas parce qu'il peut pas, il y a trop de volume. Donc, on s'est mis à travailler avec des agriculteurs, des coopératives. Super, super. Et comment s'est fait le choix des coopératives? Avais-tu déjà une idée en tête? Tes voyages précédents t'ont-ils inspiré, t'ont-ils aidé en ce sens? Le choix, enfin, les gens sont venus naturellement à nous. Donc, ouais, il y a des gens, par exemple, sur Internet qui ont vu la naissance de Eva Zer et l'huile de ricin noir. Donc, des gens d'Haïti, hein, qui sont branchés, nous ont contactés pour nous dire, voilà, nous, on veut travailler avec vous. Donc, et après aussi, pendant l'un de nos voyages, on a rencontré des personnes, hein, littéralement des personnes qui vivaient, par exemple, dans la capitale, qui nous ont dit, voilà, moi, je veux travailler avec vous. De toute façon, à Port-au-Prince, voilà, je trouve pas forcément d'emploi. Donc, je veux retourner en province pour faire des cultures d'huile de ricin et vous rejoindre. Donc, voilà, en fait, ça s'est fait. Les gens sont venus à nous. Et donc, nous, naturellement, on a accepté. Super. Aujourd'hui, Evas Air, c'est aussi un engagement pour reboiser Haïti, œuvrer pour l'éducation et stimuler l'économie haïtienne. Tu dis que les gens sont venus
à vous directement? Est-ce que lorsque tu lances un projet entrepreneurial de ce type, tu as aussi en parallèle directement un projet social en lien avec Haïti dès le départ? Ou est-ce que ça vient au fur et à mesure des opportunités qui se présentent à eux? Ben, c'est vrai que je pense que tout Haïtien, au final, dans la diaspora, veut aider Haïti d'une manière ou d'une autre. Donc, ben, c'est vrai que pour moi, naturellement, hein, quand je vois ce business prendre de l'ampleur, bah, en fait, c'est tout naturellement que je me dis que Haïti va bénéficier en fait de cette activité puisque le produit phare, il est originaire d'Haïti. Donc forcément, il va y avoir un impact dans les économies des provinces haïtiennes. Donc, oui, moi, de toute manière, depuis que j'ai conscience que je suis haïtienne, j'ai toujours voulu aider hein, d'une manière ou d'une autre Haïti. Donc peut-être inconsciemment, c'est ça qui s'est fait, hein, qui s'est matérialisé dans ma vie. Donc, je ne sais pas si ça répond forcément à la question. Bah pour moi, c'était une évidence, en fait. Bah, de toute façon, c'est le business model qui veut que, au final, une partie des fonds retourne en Haïti. C'est le modèle même de mon business qui veut Et ça. aujourd'hui, peux-tu nous en dire plus sur les coopératives, les retombées, les points importants à souligner sur les bienfaits de cette coopération qui existe depuis maintenant 3 ans? Tout, tout à fait. Donc, faut savoir qu'on travaille avec on travaille avec plusieurs coopératives. Donc, il y en a une à Quinskoff, une à Léogane, une à Petit Gouave, une à Koto. En fait, c'est autant de personnes qui sont impliquées. C'est principalement dans les provinces haïtiennes, hein, puisque c'est les provinces haïtiennes qui permettent une telle culture. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas à l'intérieur, hein. On ne sait pas, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux pas te dire comment ça se passe exactement à l'intérieur de chaque coopérative. Mais en tout cas, euh, tout ce que je sais, c'est que Evazer aujourd'hui a un impact vraiment, est un gros pourvoyeur d'emplois dans ces provinces haïtiennes. C'est les paysans hein, qui rejoignent ces coopératives. Nous, on est ouverts. Et donc, on rémunère. Hein. Donc, on est sur une économie participative. On permet à des paysans de travailler contre une rémunération. C'est super intéressant ce projet que toi et ton conjoint vous avez su construire, vous avez su développer, et que vous avez su développer. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'actualité d'Evas Air pour les mois et les années à venir? Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des vasères, hein. Du coup, j'ai parlé uniquement de l'Union Mascritti. Donc, les gens qui écoutent ce podcast vont comprendre qu'au final, on vend qu'un seul produit, alors que c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a lancé la société en 2019, on n'avait qu'un seul produit unique, donc l'huile Mascritti, l'huile de ricin noir d'Haïti. Et puis, très vite, en fait, notre clientèle a tellement apprécié ce premier produit qu'on nous a demandé de développer plus. Étant donné qu'on prodigue aussi, on est dans un accompagnement, en fait, pas de notre clientèle, hein, mais de tous les gens qui nous suivent. C'est-à-dire que même si tu consommes pas nos produits aujourd'hui, tu peux bénéficier, par exemple, d'un diagnostic capillaire personnalisé gratuit. Donc, et comme on fait ça depuis le début, ce qu'on a très vite constaté, c'est que 96% des femmes qui venaient nous voir avaient des problèmes de cheveux secs, de cheveux cassants. Euh, donc, étant donné qu'on nous a demandé de formuler de nouveaux produits, très vite, on a pensé à développer en fait une gamme de soins complète pour justement prévenir la sécheresse et la casse. Et en fait, on fonctionne toujours de la même manière. On en parle à notre communauté. Si elle est d'accord, on se lance dans le développement et puis ensuite, le produit est lancé sur le marché. Donc pour la gamme, ça a été vraiment exactement le même procédé. On en a parlé, tout le monde était emballé par le projet. Donc on s'est rapproché d'un laboratoire français, par contre, puisqu'on n'est pas chimiste, on n'est pas expert, on ne sait pas formuler. Voilà, donc après 2 ans de recherche et développement, en décembre 2021, on a lancé une gamme de soins ultra hydratants. Donc la gamme de soins, elle comprend notamment un shampoing hydratant, un après-shampoing masque hydratant et une crème de soins sans rinçage hydratant. Donc là, vraiment, on est sur de l'hydratation plus, 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 plus. Et puis après, toujours dans la même optique, la clientèle a tellement apprécié qu'on nous a encore demandé de faire plus. Là, et après ça, en gros, à cette étape-là, après décembre 2021, ce qui revenait le plus, c'était les compléments alimentaires. Donc, on a travaillé du coup sur le développement de compléments alimentaires avec un laboratoire, bien évidemment, toujours. Et le 17 février dernier, là, en 2023, on a lancé des compléments alimentaires sous forme de gummies.
Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la pousse, la fortification et la beauté des cheveux, mais depuis l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment tous les produits qu'on a sortis depuis 2019. Donc on est sur une gamme de, on a quoi, 4, 5, 6 produits avec des accessoires pour l'entretien des cheveux au quotidien, hein, des bonnets en satin, des casques chauffants pour optimiser la qualité des soins, des foulards en satin pour préserver les cheveux, l'hydratation des cheveux au moment du coucher. Et là, nos projets pour le futur, ben, on en a beaucoup. Après, c'est vrai que là, je parle de produits, je parle de ce qu'on a fait, mais il n'y a pas que ça. Evaser, c'est pas uniquement le fait de développer et de commercialiser des produits. On accompagne, du coup, comme je te disais justement, Juliette, toutes les femmes qui nous suivent. On les accompagne à travers des diagnostics capillaires personnalisés, des challenges capillaires. On a même des ateliers capillaires, hein, c'est des événements de rencontres qu'on fait. Et tous ces événements-là, tous ces programmes sont toujours gratuits. Donc ça, c'est vraiment notre moyen de pouvoir accompagner un maximum de femmes. Toute femme qui aurait besoin d'un accompagnement capillaire peut en bénéficier gratuitement avec la marque Evaser. Euh, Après, ben, bien évidemment, Haïti fait partie on mène pas mal de projets à bien là-bas aussi, hein, on parlait tout à l'heure du fait de stimuler l'économie des provinces haïtiennes avec les coopératives, mais on n'a pas que ça. En fait, on reboise et puis on finance aussi intégralement une école. Donc, par rapport à l'école, c'est un projet qu'on a initié en septembre 2021. Donc, c'est une école qui se situe dans la localité de Kinskov. Elle était vraiment délabrée, abandonnée. Le proviseur ne voyait plus comment faire fonctionner cette école puisque les parents ne pouvaient pas payer. Donc, ce qu'on a pris la décision de faire, c'est de rénover cette école pour permettre la réouverture. Et puis, depuis la réouverture, on rémunère les professeurs pour que les élèves qui s'y rendent puissent bénéficier d'une scolarité gratuite. Donc ça permet aujourd'hui à près de 200 élèves de pouvoir bénéficier d'une scolarité gratuite. Après, sur le plan environnemental, on reboise. Donc au cours de l'année 2021, on a planté 500 arbres. Et l'objectif d'ici à 2025, ça serait de planter environ 100 000 autres arbres. Donc ça, voilà. Donc ça, ce sont nos projets RSE, enfin qu'on souhaite mettre en place sur le long terme là-bas. En France, après, on n'est pas uniquement pourvoyeur d'emploi en France, hein, on est aussi un gros pourvoyeur d'emploi en France. Donc là, aujourd'hui, Evaser, c'est 5 salariés. Donc il y a 5 salariés, dont moi et mon conjoint, qui vivent à 100% de Evaser. On travaille aussi avec pas mal de prestataires de services qui comptent aujourd'hui une centaine de salariés. Donc, il y a énormément de gens qui sont impliqués, hein, de près ou de loin, dans le développement de la marque Evaser. Euh, pour la marque, aujourd'hui, voilà, on a une boutique physique dans le 5e arrondissement de Paris. Nos produits sont disponibles sur notre site internet, www.evaser.fr, sur Amazon, sur Encore Store pour les revendeurs. Et on a aussi développé notre réseau de distribution. On travaille avec une quarantaine de revendeurs aujourd'hui. Donc là, mon projet, en tout cas pour la marque Evaser, pour les 5 prochaines années à venir, ça serait vraiment de passer de 5 salariés à une trentaine de salariés. Ce que j'aimerais aussi pour la marque Evaser, c'est passer de 40 points de vente à au moins 3000 points de vente en France et à l'échelle internationale. Et puis enfin, mon dernier projet pour Evaser, ça serait vraiment de positionner Haïti comme l'un des plus grands fournisseurs d'huile de ricin dans le monde. Donc ça, on est vraiment optimiste, on sait qu'on peut y arriver parce que lorsqu'on a commencé, voilà, on travaillait, c'était 5 barils hein, d'huile qui venaient en France. Et puis aujourd'hui, on est sur des containers entiers. Donc au final, on sait que c'est un projet, si on met, le travail paye. Donc il faut travailler. Waouh, je veux aussi enchaîner avec cette question. Tu as un exemple d'une personne qui a pu faire d'un élément culturel haïtien une force en développant ton activité autour des vases air, en créant de l'emploi, en participant à la création d'une coopérative. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui, eux aussi, ont un projet en lien ou pas avec la culture haïtienne et qui souhaitent aller de l'avant et faire avancer les choses? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Alors mon conseil personnel, ça serait de persévérer. Ça serait de persévérer parce que lorsqu'on a eu, je te racontais au début du podcast que voilà, les autorités aéroportuaires avaient récupéré la grosse majorité de notre premier stock. Bon, on aurait pu abandonner, on aurait pu se dire bon ben voilà, ça passe pas, tant pis, ben on laisse tomber.
Mais au final, on n'a pas laissé tomber, on a créé une société. Sous forme de société, il n'y a pas de problème, hein, vraiment, ça, c'est juste persévérer. Et puis aussi, voilà, de travailler, de rêver, d'oser, de persévérer. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie, en fait, avec la société Évaser, d'être l'exemple, en fait. D'être l'exemple qui montre que, à tous les membres de la communauté haïtienne, à tous les Haïtiens, de France ou bah, du monde entier, qu'on peut, en fait, on peut le faire. On peut le faire et j'espère que la marque Évaser va inspirer beaucoup d'Haïtiens à faire de grandes choses pour Haïti parce que, on peut le faire. On a vraiment la possibilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a tous, on a tous accès à Internet, donc on a tous la possibilité de faire la différence, d'impacter le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, mais il faut travailler. Merci Eva. Le conseil serait donc de travailler et de ne pas se laisser abattre à la première difficulté qui se présente. Qui se présente, tout à fait, parce que les difficultés, il y en aura, hein. Donc, notamment, voilà, on a l'exemple des autorités aéroportuaires, le site Internet, mauvais prestataire, donc au final, tu es obligé de travailler 2 fois plus. Beaucoup de difficultés, hein. Donc, je peux pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Donc, c'est vrai que quand on voit Évaser de l'autre côté, on se dit waouh, c'est beau, c'est génial, mais il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y en a toujours, hein. Il y a toujours des difficultés, des obstacles, mais on essaye d'avancer, quoi. On avance malgré tout parce que de toute manière, il faut trouver des solutions. Donc, Super. J'espère que ce message va encourager plus d'une personne à persévérer et va à persévérer. On va terminer avec notre question signature. On va terminer avec notre question signature. Imagine que tu es l'ambassadrice de la culture haïtienne au Forum international des cultures. Et tu as 1 minute pour présenter la culture haïtienne. Concrètement, Eva, que dirais-tu? alors, je dirais que Haïti, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays qui a changé un ordre mondial. C'est un pays qui a bouleversé un système. Euh, c'est un pays qui mérite, qui vaut le détour. Honnêtement, c'est un pays qui vaut le détour. Même si aujourd'hui, c'est un pays qui connaît beaucoup de difficultés, qu'on ne peut pas visiter, hein, pour des raisons qu'on connaît tous aujourd'hui. Euh, c'est un pays qui mérite d'être connu de tous parce que il a impacté la vie de tous les afro-descendants du monde entier. Aujourd'hui, tous les afro-descendants vivent la vie qu'ils mènent aujourd'hui grâce à Haïti. Donc, il faut jamais oublier ça. Waouh, très belle conclusion. Je te remercie Eva pour ce moment riche en échanges et en apprentissage, en humilité aussi. Je sens que malgré le travail qu'il y a derrière Evaser, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, il y a aussi la force d'aller de l'avant et d'inspirer une communauté. Et ça, ce n'est pas rien. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Je ne sais pas si tu as un retour à faire de ton côté. Merci infiniment, Juliette, d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Moi aussi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi autour du projet d'Evaser. Euh, j'espère que j'espère que ça pourra, même si ça ne touche que peu de personnes, au moins j'espère que ça pourra aider du monde. C'est notre souhait, c'est notre souhait. Merci beaucoup. On se dit à bientôt et prends soin de toi, Eva. Merci toi aussi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.